Brian Koberger, vu en vidéo chez Costco quelques heures après avoir tué 4 étudiants de l'Université de l'Idaho. C'est juste l'une des nombreuses nouvelles vidéos que nous recevons du service de police de Moscou. Je vais les passer en revue et vous dire ce qu'elles montrent. Bienvenue dans Crime Fix, je suis Angenette Lévy. Brian Koberger n'en est qu'à 2 mois dans la prison de sécurité maximale de l'Idaho, où il purge 4 peines à vie consécutives. Il a avoué avoir assassiné Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Xana Carnotl et Ethan Chapin dans la maison de King Road le 13 novembre 2022. Cette date a changé Moscou à jamais et a brisé la vie de 4 familles, celle de Maddie, de Kaylee, de Xana et d'Ethan. Ces 4 jeunes sont morts absolument sans aucune raison. Alors que la police de Moscou enquêtait et identifiait Brian Koberger comme suspect, elle a retracé ses déplacements ce jour-là du mieux qu'elle pouvait et ils ont trouvé beaucoup de vidéos de lui et, bien sûr, des photos. Je vous ai déjà montré de nombreux selfies, mais celui du miroir de la salle de bain avec le pouce levé ce jour-là est glaçant. Maintenant que nous savons ce que nous savons, c'est effrayant. Les mains de Brian Koberger sont rouges, sans doute à force de frottement, et un doigt est bandé. Plus tard dans la matinée, il était 12h34. Le 13 novembre 2022 à 12h34, Brian Koberger, vêtu comme sur le selfie dans la salle de bain où il lève le pouce, est entré au Costco de Clarkston, Washington, une boisson à la main. Il a rencontré un employé qui se tenait à la porte parce qu'au Costco, bien sûr, il faut montrer sa carte de membre pour entrer, réservée aux membres pour faire ses courses. Nous ne savons pas exactement ce qu'il dit à la femme ni ce qu'il espérait acheter, mais Brian Koberger cherchait quelque chose ce jour-là. Il reste dans le magasin moins d'1 minute parce qu'il ne peut pas y faire ses courses. Il n'est pas membre. Il repart. À 12h36, l'Elantra blanche de Koberger quitte le parking de Costco. 10 minutes plus tard, à 12h46, l'Elantra blanche de Koberger entre sur le parking du supermarché Albertsons et s'y gare. 3 minutes plus tard, à 12h49, en regardant en haut de l'écran, on voit Koberger traverser le parking depuis sa voiture garée au centre, se dirigeant vers le magasin. Il marche un court instant sur le trottoir, puis entre dans le magasin. Koberger entre dans le magasin et se dirige vers les rayons à 12h49. Il est là, à la recherche de quelque chose. Koberger ne reste pas très longtemps dans le magasin car à 12h56, il se dirige vers la caisse en libre-service. Souvenez-vous, à ce moment, il avait commencé à tout régler en espèces, d'après les documents du tribunal. Il n'utilise plus de carte de débit ou de crédit. Pourquoi? Nous ne savons pas. Personne n'a expliqué pourquoi. Peut-être voulait-il juste éviter d'être suivi. Après cela, le téléphone de Brian Koberger se déconnecte à nouveau du réseau à partir de 17h36. Jusqu'à 20h30 ce soir-là. Son téléphone ne se connecte pas à une antenne relais, de la même manière qu'il ne s'était pas connecté à une antenne au moment des meurtres. Nous savons qu'à ce moment-là, son téléphone était définitivement éteint. Donc, je voudrais inviter quelqu'un pour discuter de ce que nous venons de regarder et de ce que vous allez voir ensuite. Il s'agit de Gray Hughes de la chaîne YouTube Gray Hughes Investigates. Alors, Gray, tu as mis la main sur ces vidéos? Je veux connaître ton avis, tout d'abord, sur Brian Koberger. Tu sais, ce qui me paraît tellement étrange avec ces vidéos et ce qui me fait vraiment flipper, au point que maintenant, j'ai envie de regarder par-dessus mon épaule chaque fois que je croise quelqu'un, c'est le fait que Brian Koberger a maintenant avoué avoir assassiné de sang-froid 4 étudiants, puis il rentre apparemment chez lui, prend une douche, se lave bien les mains, prend un selfie avec un pouce levé, et ensuite il se promène tranquillement chez Costco et Albertsons comme si de rien n'était. Oui, je pense que c'est justement ce que tout le monde remarque, à quel point il est décontracté. Et il sait ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison, et tu sais, c'est intéressant, ils n'étaient même pas encore entrés, je crois, au moment où il était chez Albertsons. C'est comme quand le 911 est appelé et que les gens arrivent. Donc, c'est un peu étrange d'imaginer, en revenant en arrière jusqu'à Moscou, Idaho, qu'il y a des corps qui n'ont même pas encore été découverts. Et lui, il est là dehors, comme tu l'as dit, en train de se balader, tu vois, d'acheter un café et d'avoir l'air totalement, en quelque sorte, d'une personne normale, même si nous, on le voit différemment parce qu'on sait ce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça.
Je veux dire, on voit les choses différemment maintenant, mais si on avait été chez Costco ce jour-là, si on avait été chez Albertson, on n'aurait rien pensé, rien à son sujet, à part qu'il aurait juste été quelconque, pas remarquable. La dame chez Costco, je suis sûre qu'elle s'en souvenait à peine, sauf qu'en général, on ne va pas chez Costco sans avoir l'abonnement. Tu vas chez Costco seulement si tu peux y entrer. Et je suis sûre que la dame a dû lui dire: «Oh, il faut avoir un abonnement, il faut payer, bla bla bla.» Alors il s'est retourné et il est parti. Mais moi, franchement, je me dis: «Waouh, ça montre juste une capacité à compartimenter ou alors une froideur, une sorte de glacial, je suppose.» Vous savez, je suis sûre que ces avocats de la défense n'aiment pas quand je dis ce genre de choses, mais c'est la vérité. Vous venez d'admettre avoir poignardé à mort 4 étudiants quelques heures plus tôt, puis d'être parti. Et littéralement, vous vous promenez simplement dans vos Nike et votre jolie petite chemise, en train de faire du shopping. Je ne comprends pas. Je suis juste horrifiée par tout ça. Et c'est juste que ça met en évidence que le mal peut marcher parmi nous. Je veux dire, à ce stade, ça n'a pas vraiment d'importance si les avocats de la défense, vous savez, ils jouaient juste le jeu. Je veux dire, et c'est mon premier client pour lequel j'ai vraiment cru en son innocence, ils disent toujours ça, mais c'est n'importe quoi. Oui, mais ils ont quand même publié un communiqué disant, vous savez, oh, nous continuons à défendre ses droits. Je veux dire, il a toujours des droits et tout ça. Je comprends, mais tu vois, ils ne veulent pas en parler publiquement. Je pense qu'un jour, ils écriront peut-être un livre ou autre. Peut-être qu'ils préparent un documentaire. Je n'en ai aucune idée, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense qu'il était probablement un client très difficile à gérer pour eux. J'ai en fait le sentiment qu'ils essaient de le faire plaider coupable depuis longtemps. Et ils ont juste un peu fait semblant, puis ont finalement tenté leurs derniers efforts désespérés. Et tout cela a échoué, et ils ont dit, si tu veux sauver ta propre vie, c'est le moment. Ils ont finalement conclu l'accord. Je pense qu'il y avait un accord en préparation avec eux tous, même avec l'accusation pendant un moment, juste des sortes de conversations. Et puis c'est finalement arrivé. Vous savez, je suis encore vraiment en colère. Je pense que Bill Thompson a absolument laissé. Vous savez, les autres membres de la famille tomber, etc., en n'obtenant pas, vous savez, une sorte de déclaration de Koberger sur ce qu'il a fait, et puis où est le couteau, etc. Même si c'est juste pour l'enregistrer, et peu importe s'il ment. Au moins, il a dit quelque chose que vous pouvez rendre public et au moins donner à la famille quelques réponses, même si ce n'est qu'une partie, que ce soit vrai ou non. C'est très frustrant. Oui, je pense que c'est frustrant pour beaucoup de gens parce qu'on lui a permis d'entrer en prison avec ce que j'appelle cette monnaie d'échange. J'ai l'impression que c'est une monnaie d'échange. Que les autres soient d'accord ou non, c'est mon avis. Alors, Grete a mis la main sur d'autres vidéos. Et c'est la vidéo dont nous avons tous entendu parler dans la déclaration de cause probable, celle où son véhicule a été repéré, comment ils l'ont identifié comme le véhicule suspect numéro 1. On sait désormais que c'est la Hyundai Elantra blanche. Dis-nous ce que tu as découvert et montre-le-nous. Très bien, eh bien c'est parti. Cette vidéo a été filmée sur Indian Hills Drive. C'est alors que cela apparaît pour la première fois, par exemple dans le document de cause probable. C'est la première fois que cela apparaît. Et il passe devant, puis il dépasse encore 2 maisons juste après. Et c'est assez incroyable qu'il puisse voir le véhicule dans ses autres plans. Et vous allez voir ici dans une seconde, celui-ci est vraiment simple cependant. Donc il passe devant. C'est celui qu'ils utilisent dans le document de cause probable à, je crois, 3h26, il passe devant. Et juste après ça, tu sais, ils ne l'ont pas monté pour que ce soit la prise ou la seconde suivante. Donc, je veux dire, je peux avancer et passer à la suivante. Je pense que ça arrive juste ici. Donc tout en haut, ici dans le coin supérieur gauche, vous verrez des lumières se déplacer. Et c'est là que ça se trouve. Wow! Je ne sais pas si tu vois là-haut, il y a juste un léger mouvement de lumière. Ça a juste légèrement touché le van pendant 1 seconde. Et voilà, juste là, le toit du van. Il savait que c'est la voiture à cause du timing. Et cette maison est juste à côté.
2 maisons plus loin que la première. Ensuite, ça passe à une autre caméra. Oui, celle-ci est assez intéressante parce que dans ce plan, c'est juste une autre maison tout en haut de l'écran là-bas. Vous allez voir une lumière tout de suite. C'est le véhicule qui entre dans l'écran. La maison est éclairée, illuminée là-bas. Vous verrez, il va arriver. Et si vous zoomez, ce que nous ne ferons pas, vous pouvez voir la fenêtre sur l'Elantra. Mais ça prend du temps, vous savez, il nous donne juste un bloc de vidéo. Donc je vous montre simplement tout. Là, on est à 3h20. Voilà, c'est là, elle est passée. C'est tout, mais ils savent que c'est la voiture, car tout correspond à la même heure. Alors, on va juste passer à la suivante. Là, c'est à l'AMW, juste au moment où elle arrive. Je crois que c'est sur l'avenue Steiner et qu'elle entre dans la zone. Et là, je crois qu'il est 3h28. Et ensuite, je ne sais même pas si tu pouvais le voir. C'était vraiment fou. C'est juste là, dans le coin supérieur droit. Je le vois. Ouais. Et c'est celle-là qui montre qu'il manque clairement une plaque d'immatriculation à l'avant. Laisse-moi juste la passer là. Si tu regardes juste ici dans le coin supérieur droit, il faut, si tu zoomes dessus, tu peux vraiment voir. C'est vraiment évident. Il n'y a pas de plaque à l'avant sur cette image. Mais là, on regarde toute la vidéo de surveillance. Ce qui m'a étonné, c'est à quelle vitesse ils ont pu rassembler tout ça après l'avoir eu. Le nom issu du résultat acide désoxyribonucléique du FBI. Ouais, je crois qu'ils bossent à l'envers. Ils voient cette Elantra blanche tourner autour de la maison, puis remontent le temps, font du porte-à-porte dans le quartier et élargissent leurs recherches. C'est incroyable qu'ils aient retrouvé les images de la caméra d'Indian Hills Drive. Tu sais, parce que c'est vraiment loin, tu vois, genre un peu plus de 2 km, dans une rue un peu au hasard. Alors passons au suivant ici. Et ça, c'est la route de Ridge. Donc c'est juste quand elle arrive dans la zone. Je vais te montrer où c'est. Donc ce AMV était juste ici. Il vient juste de traverser cette intersection-là quand on l'a vu sans plaque d'immatriculation avant. Et c'est important parce qu'en Pennsylvanie, les gens ne sont pas obligés d'avoir une plaque d'immatriculation à l'avant. Et le véhicule de Koberger, apparemment, n'en avait pas. Sur la prise suivante, on le voit passer ici. Et là, on s'approche vraiment de la scène du crime, parce que la scène du crime est juste ici. Et il conduit dans cette direction, continue sur l'avenue Taylor, puis entre dans la zone. Donc ce bâtiment a 2 caméras, une orientée de ce côté et une autre du côté nord ici. Et elles fonctionnent simultanément. Donc je vais simplement vous les montrer, chacune indépendamment. Voici la première, elle passe devant. Et ensuite, vous voyez, cette caméra la capte, en fait. C'est un plan assez fou ici, mais la voilà qui arrive. Et ensuite, vous pouvez la voir à travers les bois alors qu'elle prend un virage pour ensuite rejoindre l'avenue Taylor. Et ce que c'est? C'est juste ici. Voilà le virage. Donc cette caméra filme probablement à peu près comme ça. Et elle prend ce virage. Et vous ne pouvez pas le voir, mais ensuite ça tourne à gauche là-bas. Et ensuite, voici la vidéo qui a déjà été rendue publique. La Linda Lane. 1320 Linda Lane. Et elle passe par ici. Je vais l'avancer parce qu'elle ne passe pas avant un moment. Juste par ici. La voilà, et le véhicule. À 3h, 29h48 qui passe juste là. Et puis après ça, il entre dans le complexe, comme je l'appelle, vous savez, le 1122 King Road, où se trouve la caméra. Il entre là-dedans et nous ne montrons pas cela car ce n'est pas nouveau. Voici maintenant des images inédites. Ceci est Paradise Drive. Repassons-le encore une fois ici. Et vous pouvez voir le véhicule et ce sont aussi des vidéos simultanées. Il y a donc une autre vidéo juste après celle-ci qui montre exactement le même moment sur la même maison. La voici juste ici. Et vous pouvez voir les détecteurs de mouvement, les boîtes vertes. Et le voilà qui passe en voiture. Et puis à l'endroit où cela se trouve ici, c'est juste pour que les gens comprennent ce qui se passait. Après que le véhicule soit entré dans le complexe, il repartait, faisait le tour, revenait dans ses quartiers à l'arrière, puis arrivait jusqu'ici sur Willanta Drive. Et c'est juste ici que nous voyons cela. Il descend, prend à droite et roule dans cette direction. Et c'est cette maison juste ici qui a cette caméra. Donc, on vient de le voir passer comme ça.
Dans les images suivantes, la voiture descend, puis fait demi-tour. Donc, elle va descendre et se faire un demi-tour ici en haut. Et c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez voir sur le toit de la voiture le reflet qui montre qu'elle fait un demi-tour. Faites attention à ça. Mais regardez comment elle est entrée là. Regardez le dessus de ce pick-up et observez la petite lumière. Vous voyez cette lumière qui monte là-haut? C'est ce qui montre qu'elle fait un demi-tour. Et puis elle le refait à 3h48. On peut en fait voir un peu la voiture elle-même, puis elle tourne et monte, et il y a la lumière du demi-tour qui remonte. C'est intéressant, je trouve ça cool qu'ils aient remarqué ces petits détails. Et puis à 4h01, souvenez-vous, après avoir vu le livreur DoorDash, le véhicule est reparti, il n'est pas entré dans le complexe parce que, vous savez, Koberger a vu que le livreur DoorDash était là. Il a roulé vraiment lentement juste ici. Et puis, au lieu d'entrer dans le complexe, il a fait tout le tour comme ça. Et la seule fois où il a fait ça, puis il passe devant la maison juste ici. D'abord, il cette caméra le filme tournant au coin. Et ensuite, il passe juste devant. Et c'est vraiment une vue absolument parfaite de l'Elantra. Et c'est comme ça qu'ils ont pu déterminer que c'était un modèle 2014 à 2000. C'est comme ça qu'ils ont pu déterminer que c'était un véhicule de 2014 à 2016. Vous verrez les phares arriver ici dans un instant et tourner. Juste ici, donc vous pouvez le voir en arrière-plan là-bas. Je ne comprends pas pourquoi mon téléphone bip sans cesse. Je le vois juste là. Et puis regarde ce plan juste ici. Regarde ça. Regarde ça. C'est un plan très très clair. Je veux dire, c'est incroyable. Et il conduit partout. Et là, c'est son approche finale vers le complexe où il entre. Il fait une sorte de marche arrière à 3 points plusieurs fois. Puis il se gare, entre et commet les homicides. Et ensuite, c'est plus tard. Donc après les homicides, il prend cette longue route pour rentrer chez lui. Vous voyez le motif probable. C'est à ce moment-là qu'il retourne à Pullman. Et il passe en voiture juste ici. Je crois que c'est l'avenue Johnson. Et vous le voyez juste ici. Voici le véhicule qui passe. Et ensuite, il est filmé par une caméra de station-service juste au coin de la rue. Donc vous pouvez même le voir. Regardez en haut à droite. Cette caméra le filme et vous le voyez. Regardez, en haut à droite, il roule, tourne et va prendre à droite avant de poursuivre sur l'avenue Johnson. Et celle-ci est incroyable parce que cette prise montre qu'il manque encore une plaque. Regardez ça. Regardez ça. Je veux dire, quand on zoome là-dessus, on voit vraiment qu'il n'y a pas de plaque à l'avant. Donc maintenant, on voit au moins 2 fois où il n'y a pas de plaque d'immatriculation à l'avant. Cela montre que lors d'un procès, cela aurait compté. Regardez, c'est la même Elantra blanche. Son téléphone portable correspond à ce déplacement ici. Il n'a pas de plaque d'immatriculation à l'avant et cela correspond au véhicule qui est arrivé et nous l'avons suivi jusqu'à la scène du crime. Oui, c'est incroyable. Voilà, c'est parti. Et il y a encore un autre élément de surveillance ici. Et c'est cette même station-service qui va passer juste là, sur la droite. C'est incroyable. Regardez la lumière verte en haut à droite. Elle était verte, mais en fait, c'est pour l'autoroute. Donc il s'arrête à un feu rouge, mais ensuite il passe au vert juste devant lui ici, son feu va passer au vert. On peut littéralement voir son véhicule. Regardez les phares traverser l'intersection, puis tourner avant de continuer. C'est incroyable. Je veux dire, on peut tout voir, et ensuite c'est ce qui mène à rentrer sur son campus. Voilà. Donc, au procès, je pense qu'ils avaient tout découpé, prêt à être présenté. C'est ce qu'ils allaient exposer au jury. Ils allaient faire témoigner quelqu'un à ce sujet et montrer les données du téléphone portable en même temps que la voiture. Ah, oui. Oui, ils auraient tout rassemblé, ce qui explique pourquoi c'est si dévastateur. On dirait qu'ils l'ont suivi en ville dans une Elantra blanche sans plaque avant, comme tu as vu dans la MEW. Ensuite, des caméras successives l'enregistrent et tu le vois entrer dans le complexe. Et il continue à suivre le véhicule partout. Et puis les homicides, tu sais, l'Elantra blanche se gare en fait vers 4h08.
Et puis entre 4h08 et 4h20, je pense que c'est plutôt entre 4h13 et 4h18 qu'il entre dans la maison et qu'il tue les 4 victimes. Ensuite, il sort, tu sais, disons à 4h18, il est en train de sortir de la maison. Et à 4h20 et 47 secondes, il part à grande vitesse. Et puis il rallume son téléphone près de Blaine et ils le suivent. Son téléphone portable. Ensuite, cela coïncide avec l'arrivée de l'Elantra blanche à Pullman. Et il manque encore la plaque avant. Son acide désoxyribonucléique a ensuite été retrouvé sur l'étui du couteau posé sur le lit de Madison Mogan avec Kayleigh Gonzalez. Très, très accablant. Il n'avait aucune chance, Trey, d'où l'avertissement de son avocat. Tu risques la peine de mort ici. Vous savez, ça dépendrait juste d'un juré récalcitrant, ou quelque chose comme ça, pour qu'il ne l'obtienne pas. Vous voyez? Merci, Gray, d'être venu et d'avoir expliqué cette vidéo. Je vous en suis, comme toujours, reconnaissante. Eh bien, merci de m'avoir invité. Ce ne sont que quelques vidéos publiées par la police de Moscou. D'autres pourraient suivre. Restez attentifs. C'est la fin de cet épisode de Law & Crime. Je suis Angenette Lévy. Merci et à la prochaine.